Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une interview qui s'annonce passionnante aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Comme tu le sais, tous les dimanches ici à 20 heures, j'accueille un professionnel de l'accompagnement pour discuter ensemble d'amour, d'épanouissement amoureux, partager des grandes idées. Aujourd'hui, on accueille en interview Audrey Simon, la fondatrice de l'école de coaching neuro-identitaire. Bienvenue Audrey. Merci Guillaume, bonjour tout le monde. Et du coup, on fait un petit peu exception à la règle, hein. D'habitude, on est pleinement sur des accompagnants qui focalisent leur travail sur l'épanouissement amoureux. Toi, Audrey, tu es plus sur le coaching au sens large. Alors, bien sûr, Ouais. parmi tes clients, tu as sans doute évoqué plein de fois leur vie sentimentale. Donc, ça reste pertinent malgré tout d'échanger entre nous aujourd'hui. Est-ce que, comme je le fais à chaque fois, tu peux détailler un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer l'école de coaching de neuro-identitaire, pardon. Et puis, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer dans l'accompagnement à la personne un jour? Ouais. Alors pour mon donc à la base, moi je suis neuropsychologue de formation et puis je me suis pas lancée dans ce domaine-là tout de suite. Je me suis lancée en entreprise plutôt. J'accompagnais l'humain et je me suis retrouvée au bout de 10 ans dans des grosses entreprises en consultance, en coaching, à être frustrée parce que finalement le côté professionnel c'est juste le reflet de tout ce qui se joue en dessous. Et ce que je voyais, c'est que finalement on est un être humain entier et ce qu'on vit au niveau privé va impacter ce qu'on vit dans sa relation de couple justement va impacter le tout. Et j'avais cette envie de pouvoir coacher à un autre niveau. Et donc, c'est vrai que quand j'ai décidé de quitter, de me lancer dans l'entrepreneuriat, de me lancer vraiment dans l'accompagnement, j'avais cette envie d'aller plus loin. Et puis, bon, ma première formation m'a laissé un peu frustrée. Et c'est dans cette perspective-là que j'ai été amenée à développer le coaching neuro-identitaire où le but, c'est de pouvoir travailler plus en profondeur avec les personnes. Et du coup, ça fait travailler plus en profondeur sur soi, ce qui a un lien, évidemment, ce qui a une répercussion sur le couple et sur mon couple en particulier également. Ok, génial, on va pouvoir en parler. Merci pour la passerelle. Juste quand tu dis que les premières formations que tu as faites ont été un peu frustrantes pour toi, tu veux dire des formations au coaching, en quoi elles ont Oui, été frustrantes? j'avais l'impression qu'on travaillait surtout sur les comportements et sur les croyances de surface. Et Ouais. généralement, c'est pas ça. Alors, c'est bien, on peut travailler à ce niveau-là, mais souvent, c'est insuffisant. On remarque que même si on les conscientise, c'est compliqué de les lâcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des croyances plus profondes, parce qu'il y a nos blessures qui viennent activer des croyances plus identitaires. Et ces croyances, ce sont ces croyances-là qui maintiennent les autres, en fait. Et tant qu'on ne travaille D'accord. pas à ce niveau-là, ça va être compliqué de se libérer vraiment et d'avancer et d'être Ok. qui on veut être dans tous nos domaines de Ok. vie. Justement, par rapport à ça, pour les personnes qui nous regardent et qui sont peut-être pas totalement familières de tous ces concepts, quelle différence, toi, tu fais entre une croyance de surface, comme tu dis, et quelque chose de plus profond? Est-ce que tu peux peut-être donner un exemple concret, peut-être notamment dans le domaine de l'amour, qui pourrait Ouais, aider les gens à faire la distinction entre les deux? ouais. Alors ça pourrait être dans le domaine de l'amour, ça peut être une croyance vraiment très en surface. C'est si je prends la part d'un homme, ça peut être toutes les femmes sont les mêmes. Et donc il va se dire, mais de toute façon, derrière les mêmes, qu'est-ce qu'il va mettre? Il y a d'autres croyances qui vont être oui, on peut pas leur faire confiance, elles vont finir par tromper, etc. Et quand on creuse plus profondément, en fait, on va trouver des croyances vraiment de l'ordre qui viennent de leur enfance, en fait, qui viennent de par rapport à qui ils sont. Et ces croyances plus profondes, ça peut être, mais au final, je mérite pas d'être aimée, je mérite pas de vivre ce bonheur-là avec quelqu'un d'autre. Et le Hmm. fait, et souvent celles-là, elles sont plus inconscientes, mais elles vont générer toute une série de croyances qui sont davantage protectrices parce que finalement, c'est plus facile de se raconter. C'est le problème, c'est la personne en face, que ce soit une femme, un homme, peu importe. C'est plus facile de se raconter, c'est la personne en face que il y a quelque chose chez moi qui va pas. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas quelque chose en soi qui va pas, mais c'est ce qu'on a acquis comme croyance profonde. Et c'est ça qui a besoin d'aller débloquer vraiment pour pouvoir avancer. Et pour moi, là, je dis toujours l'entrepreneuriat et la relation, ce sont les deux miroirs les plus, enfin, ce sont deux miroirs géniaux pour aller voir tout ce qui bloque en nous et tout ce qui fait mal à un certain moment. Ouais, c'est super intéressant cette idée que tu nous partages entre ce raccourci un peu facile qu'on a tous fait un jour dans notre vie, notamment dans nos vies sentimentales, en disant non, mais moi je suis parfait, j'ai tout fait nickel, tout le problème vient d'en face. Et quand on Ouais. arrive à sortir de ça un petit peu et de se regarder soi-même dans la glace et de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on a déjà fait un grand pas, justement, ouais, c'est clair.
Ouais, et même quand tu dis, si je peux rebondir sur quand tu dis: Ouais. «Moi, je suis parfait, j'ai tout fait», c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je vois souvent dans des coachings. C'est, les: «Mais moi, j'ai tout fait, j'ai tout donné», et en fait, c'est peut-être justement ça le problème. C'est tu tout Hmm. donné, mais quand est-ce que tu t'es arrêté pour recevoir? Pour voir si la personne était aussi prête à recevoir tout ça, et à un certain moment, ça étouffe, et en fait, c'est cette conviction de: elle peut je suffis pas. Parfois, une croyance plus profonde, c'est: «Je suffis pas moi-même, donc j'ai besoin de tout donner, parce que moi, ça suffit Ah, pas». Et tel donc que je voilà, pour donner suis, un ça ne ouais, suffit pas à l'autre, donc il faut que j'en donne toujours plus pour le satisfaire. voilà, ouais, et donc Ok. c'est là, c'est plutôt là-dessus derrière qu'il y a besoin d'aller travailler dans ces cas-là, et qui fait que ça va enlever un poids, et du coup, ça va être moins pesant pour la personne qui reçoit trop, en fait, Ouais, qui est pas demandeuse de recevoir autant et que ça étouffe à un certain moment. Ça ouais. peut être un autre exemple, ouais. Super intéressant ce que tu nous partages là. Tu nous disais tout à l'heure, justement, que toutes ces réflexions que tu as pu mener en termes de développement personnel, elles avaient aussi ruisselé, entre guillemets, sur la bonification de ta relation de couple à toi. Est-ce que tu te sens à l'aise de nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là? Ouais, avec plaisir, ouais. Mais moi, je suis en couple depuis 20 ans avec Mhm. la même personne, et on a eu 2 petites filles entre-temps, et c'est vrai que si je regarde en arrière, j'ai 20 ans magiques de couple, et c'est toujours aussi magique aujourd'hui, si pas plus que ce que ça l'était au départ, et pour ça, je trouve que il y a eu plein de réajustements constants et plein de moments où, bah, l'un a évolué, et en fait, ça c'est toujours ce moment où l'un évolue, et je trouve il y a un écart qui se creuse, et là, il y a Mhm. 2 choix. C'est soit je reste coincée dans, dans l'autre personne reste coincée dans ce qui va enfin, dans cet écart, en se disant: «Mais, il a changé», et cetera. Soit le voir comme une opportunité d'évoluer aussi, et en fait, Ouais, c'est vrai qu'on peut évoluer soit dans la même direction, soit dans 2 directions différentes, mais ce que je trouve super important dans le couple, c'est de pouvoir, en tout cas, continuer en permanence à évoluer, et sur 20 ans, il y a aucun moment où pour moi ça a été acquis qu'on reste ensemble. Donc on est mariés, on a fait, cette promesse de s'aimer, et de rester ensemble tant qu'on s'aime, en fait, tant que ça fait du sens, et donc ah, et ça pour moi c'était quelque chose de super important, et c'est pas, si un jour si on est malheureux, on va pas forcer les choses. C'est qu'il y a quelque chose qui va plus, on va en discuter, on va échanger, mais ça potentiellement, on est conscient, on pense qu'on va rester toute notre vie ensemble parce que ça marche super bien depuis 20 ans, et donc dans la projection, ça va dans cette direction-là. Mais chaque jour est une opportunité de se rechoisir à nouveau, et de recréer, de réajuster, et de se reposer la question de: «Est-ce que c'est toujours ensemble?» Et jusque-là, ça fait 20 ans que la réponse est oui, et ça fait 20 ans qu'on s'ajuste, et qu'on évolue, chacun, l'un l'autre, et qu'on arrive à trouver cette équation qui fonctionne à 2, on va dire. ouais. J'adore cette idée que tu nous partages de se dire, entre nous, c'est pas une promesse de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est Mmh. c'est s'aimer tant qu'on s'aime, quoi. C'est ça, en gros. Ouais, exactement. Et pas vouloir forcer les choses et aussi mettre de la conscience sur les périodes plus difficiles et faire les ajustements nécessaires. Est-ce Ouais. que tu dirais que c'est là un des principaux secrets de votre longévité jusqu'à présent? Et s'il y en a d'autres, lesquels autres tu mettrais à ce stade-là? Ouais, je pense que c'est vraiment un des secrets, et il y a énormément de communication, toujours. Ok. Je pense que c'est ça qui est important, parce qu'il y a des moments où en effet c'est en déséquilibre, et où c'est plus compliqué pour l'un, pour l'autre. Je pense que pendant toutes ces années, on a toujours eu cette certitude l'un et l'autre de c'est ensemble qu'on a envie de continuer. Ça a jamais été remis en question. Mais Ok. je pense qu'on l'a toujours eu parce qu'on avait ces moments d'ajustement, de communication, d'expression de voilà ce que moi je ressens là, voilà comment je vis, voilà de quoi j'ai besoin. Et Mhm. potentiellement, il y a des moments où j'appellerais presque ça des moments de rupture, où le besoin change chez l'un complètement par rapport à ce qu'il était avant. Et bien sûr, ça vient mettre de l'instabilité, ça vient mettre de la ça déstructure. Et je pense que ce qu'on a appris à faire l'un et l'autre, et qu'on apprend encore aujourd'hui, c'est à se sentir en sécurité dans cette insécurité. Quelque part, dans ce mouvement, dans ce réajustement constant, de pouvoir se Ouais. sentir en sécurité, et de pouvoir en tout cas avoir confiance l'un et l'autre, qu'on va être capable d'exprimer ce qu'on a besoin, qu'on va être capable soit de réajuster, soit à un moment de sentir, si c'est plus possible, d'avoir cette intelligence émotionnelle, de pouvoir sentir que ça a plus de sens potentiellement. Et je pense pas que, enfin, aujourd'hui, je pense pas que c'est vers ça qu'on va, mais Ok. il reste cette option-là est sur la table, et ça enlève un poids aussi par rapport à ce qu'on voit dans beaucoup de couples.
Ouais, finalement, ce que tu es en train de nous dire là, c'est aussi accepter cette impermanence dont on entend partout parler dans le domaine du développement personnel, accepter le changement parce que le changement, il est perpétuel partout autour de nous. Accepter que cette impermanence, elle existe aussi au sein de la relation de couple et savoir l'embrasser pleinement pour vivre ensemble malgré tout, quoi. Ouais, en fait, je pense que beaucoup de personnes qui se sentent désalignées dans leur couple, c'est parce qu'elles sont en résistance par rapport à ce changement-là. C'est parce qu'elles Ouais, sentent qu'il y a des choses qui évoluent et elles essayent de l'empêcher, elles essayent de revenir à ce qu'elles ont connu. Le problème, c'est que ni l'autre personne, ni le partenaire, ni soi, on n'est plus les mêmes personnes. Et donc, même si on pouvait revenir exactement à cet endroit-là, ce serait pas aligné, ce serait plus les mêmes ressentis, ce serait plus les mêmes choses. Et donc la question, je pense, à se poser, c'est plutôt, c'est comment je peux recréer ça? Comment je peux ouais. recréer ces ressentis à l'intérieur de moi et permettre à l'autre de les ressentir également, mais dans un nouveau modèle, dans quelque chose qui a évolué, dans quelque chose où on va s'ajuster différemment. Et D'accord, clairement, ouais, par exemple, les enfants viennent déjà, c'est un premier point qui vient tout chambouler, hein, on va pas se bien mentir. sûr. Ouais. Ouais, donc c'est une réinvention perpétuelle de la relation de couple. Ça, Ouais. c'est. Alors, tu me dis hein, si c'est indiscret ou si c'est trop de curiosité ce que je te demande là, mais c'est quelque chose dans ta relation à toi qui a été existant dès le début, cette aptitude à se réinventer, ou c'est quelque chose que vous avez dû initier au bout d'un certain temps parce que vous vous rendiez compte que ça s'essoufflait un petit peu. Alors, je pense que on le faisait déjà, mais de manière très inconsciente au début. Après, Ouais. je pense que l'arrivée des enfants a fait que, de toute façon, on était tête dans le guidon, on n'a pas dormi pendant 4 ans. Enfin bref, c'était compliqué. Et je pense que pendant ce moment-là, on a juste tenu OK, c'est une certitude, on veut faire équipe et on veut avancer ensemble. Mais je pense qu'on a eu moins l'occasion de réajuster de manière consciente. C'était juste on sait qu'il y a une fin à cette période-là où on est épuisé, où on n'en peut plus, où on n'a même pas le recul pour avoir ça. Ah Et oui. on attend ce moment-là où on va pouvoir, OK, recréer à partir de là, même si c'était pas complètement écarté, mais c'est vrai que c'était moins couple en fait. On était vraiment tout tourné autour des enfants, de par le manque de sommeil, de par enfin, plein de petits détails, enfin gros détails par rapport à la santé des enfants, etc. Et puis, je pense qu'il y a eu d'autres phases où on l'a travaillé beaucoup plus en conscience, où il y a eu des chamboulements extérieurs, où il y a eu des choses qui sont venues perturber un peu et je vais pas dire mettre à mal, mais en tout cas challenger fortement, nous obliger à redécider de ce qu'on Hmm. voulait, nous obliger à redécider de ce qui était important pour nous dans notre couple, etc., de comment on voulait le vivre, de ce qu'on avait envie de se donner comme liberté, etc. Et tout ça, là, par contre, on a été obligé de le faire de manière beaucoup plus consciente. Alors, heureusement, là, j'avais déjà le coaching neuro-identitaire et donc je pouvais, et lui aussi, donc on a cette chance tous les deux d'être dans ce domaine et de pouvoir aller plonger en nous et de voir ce qui jouait chez chacun d'entre nous. Et du coup, de mettre certaines choses en conscience. Par exemple, pour partager pour moi j'avais mon mécanisme de protection, c'était d'être vraiment très indépendante. C'est-à-dire que c'est non, non, mais je me suffis à moi-même quelque part. C'est mieux en Mhm. couple, mais je me suffis à moi-même. Et de me dire la dépendance, c'est pas moyen, c'est pas possible, c'est pas quelque chose qui est OK pour moi d'être dépendante de quelqu'un. Et en fait, j'ai appris sur moi que on peut pas vivre une relation sans avoir un minimum de dépendance. Il y a Ouais. une relation, c'est une dépendance de base. Ça ne veut pas dire qu'elle est toxique, mais il y a un Hmm. minimum de dépendance. Et je pense que j'ai eu besoin d'accepter ça aussi, d'accepter qu'il y avait cette part-là en moi qui était dépendante et qui était dépendante de lui. Et ça a propulsé notre couple à un autre niveau. Et du coup, lui Ouais. l'a travaillé à l'inverse parce que lui avait plutôt ce besoin de fusion. Et donc, lui a plutôt travaillé sur la diffusion un petit peu. Et on s'est Ouais. réajusté comme ça progressivement. Et alors ça peut paraître très abstrait comme ça, mais dans le couple, ça a eu un impact énorme et ça nous aide aussi à nous ancrer en tant que personne et donc à nous sentir plus à l'aise avec nous-mêmes, aussi ensemble, mais aussi séparément dans nos business respectifs. Et ça change plein de choses. Donc tout est vraiment toujours lié. Et c'est vrai que cette partie-là, on l'a fait beaucoup plus en conscience. On a eu Ouais. besoin, parce que ça allait chercher plus loin quand même chez nous. Et j'ai trop de questions qui me viennent à l'esprit sur ce que tu Vas-y, viens de me vas-y. dire. Shoot. Trop chaud là. Déjà, je voudrais rebondir sur la notion de challenge que tu évoquais tout à l'heure, challenge à un couple, parce que j'ai un peu l'impression, mais sans vouloir faire de raccourcis faciles sur ce qu'on observe autour de nous dans la société, mais que parfois les challenges qui peuvent les challenges qui peuvent se présenter à nous dans une vie de couple sont plus souvent perçus comme un obstacle que comme une opportunité de grandir.
Et je me dis finalement que si on changeait simplement notre perception là-dessus, on se rendrait compte que ben, il se passe ce qui se passe et que à nous d'en tirer le meilleur, même si a priori ça peut être quelque chose de dérangeant, peut-être être attiré par une tierce partie, l'un ou l'autre ou les deux. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi, hein. Et ça, c'est un Et je- premier point sur lequel je voulais rebondir et je suis sûr que ça va t'inspirer. Et juste un deuxième, comme ça, tu pourras après nous dire tout ce que tu penses de tout ça. Mais tu vois, dans l'exemple personnel que tu nous partages, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui vont se dire, OK, Audrey et son compagnon, ils ont magnifiquement géré ça parce qu'ils avaient cette fibre développement personnel sur laquelle ils pouvaient s'appuyer. Comment on fait quand on n'a pas ça, en fait? Comment on initie ce travail-là? Qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Ouais. Alors déjà, je pense que il y a deux choses. Pour répondre à ta première question, quand tu dis en effet les challenges, on peut les voir comme des opportunités, enfin on peut au lieu de les voir comme des obstacles, on peut les voir comme des opportunités. Pour être honnête, on a beau le savoir, quand tu le vis, tu le prends, tu le vois comme les deux. Ou mais dans le meilleur cas, si tu as déjà appris cette notion de voir comme une opportunité, tu peux pas t'empêcher de le voir comme un obstacle aussi. Et donc tu peux pas t'empêcher de te dire ça va créer ça peut créer de la douleur, ça peut créer des choses, ça va pas être confortable. Donc c'est pas parce qu'on sait qu'on peut le voir comme une opportunité que ça va être confortable quand on le vit, que ça va pas créer vraiment des choses ouais, compliquées à l'intérieur de nous. Donc ça c'est la première chose, c'est qu'il y a toujours ces deux aspects et c'est ok en fait de Hmm. le voir sous ces deux aspects et de vivre cette dualité là. La deuxième chose, c'est, je dirais, si on n'est pas dans le développement personnel, pour moi, c'est pas un souci, mais ce qui va être important, c'est de dialoguer un maximum. Parce qu'on n'est pas obligé de descendre dans des couches ultra profondes, mais il y a besoin d'avoir moi j'appelle ça la sécurité émotionnelle. C'est un mot qui m'est venu il y a pas longtemps et qui est important pour moi parce que j'ai remarqué que j'avais besoin de cette sécurité émotionnelle. Je pensais que j'avais facile à exprimer mes émotions, etc., à exprimer ce que je ressentais. En fait, j'ai facile avec lui parce Mhm. que je suis dans cette phase de sécurité émotionnelle. Et sécurité émotionnelle, c'est quoi? C'est cette confiance que quoi que je vive comme émotion, quoi que j'ai besoin de déposer, il sera capable de l'accueillir. Alors, c'est un continuum, hein. Il y a des choses que ça va être plus compliqué pour lui d'accueillir, il y a des choses ça va être très facile. Globalement, il a une facilité, lui, à accueillir ça, donc ça m'aide beaucoup et c'est ce qui m'a permis d'être depuis si longtemps en couple et de me sentir bien dans ce que je vis, pouvoir déposer les choses, pouvoir communiquer. Mais c'est vraiment ça. Et donc, ce que j'ai envie de pousser comme réflexion, c'est à quel point pour chacun, à quel point je me sens en sécurité émotionnelle dans mon couple, à quel point j'ai l'impression de pouvoir déposer et à l'inverse, à quel point je crée cette sécurité émotionnelle pour l'autre. Ah, Et ce que j'ai découvert pour moi-même, c'est souvent on attend que l'autre nous crée cette sécurité émotionnelle. Et en fait, quand l'autre la crée, je peux, hop, avancer un petit peu plus. Et quand moi je la crée un peu plus pour l'autre, il peut avancer. Mais le truc, c'est on le sait, quand on fait du développement personnel, on le sait, on peut pas changer l'autre. Et hmm. donc, ça commence toujours par comment est-ce que moi, je peux oser un peu Ouais. plus exprimer ce que j'ai besoin, oser exprimer sans être sûr qu'en face, la personne sera capable de l'accueillir. Et pour moi, ça fait une grosse différence. Parce que j'ai senti que le premier pas à faire, c'était d'oser l'exprimer moi-même, alors même que j'allais peut-être me prendre un mur en face. Ok. Alors que l'autre personne serait peut-être pas capable de l'accueillir. Mais parce que j'ai osé, au final, ben, ça a ouvert un espace pour l'autre personne aussi. Et Ouais. ça, Pour l'inciter finalement à voilà. oser elle aussi, quoi. C'est Ouais, comme si tu éduquais l'autre à oser exprimer pleinement son ressenti, même des choses potentiellement désagréables à entendre pour toi, ouais. en, en ayant fait toi-même, quoi. Ouais, mais ça veut dire que, et là où il n'y a pas spécialement besoin d'aller faire du développement personnel profond, mais ça demande quand même une décision de sa part, c'est est-ce que s'il n'est pas capable de l'accueillir en face, est-ce que moi je vais être capable de le gérer? Ouais. Est-ce que je vais être... Parce que c'est ça, c'est juste ça la décision. C'est je ressens que j'ai besoin d'exprimer ça, je sais pas comment ça va être accueilli, je sais pas comment ça va vivre en face, mais même s'il l'accueille pas, est-ce que moi je suis capable de gérer ça? Est-ce que je suis Ouais. capable de pas le prendre comme un rejet, Et si je sens à l'intérieur de moi que je peux, alors je vais faire ce pas et ça va ouvrir un espace pour l'autre. Et en fait, on est Ouais. en permanence en train d'ouvrir ouvrir un espace, l'autre, et on va être tiré, si on veut, aspirer quelque part en tant qu'opportunité, alors à se développer. Ouais, c'est une co-construction du lien ensemble, quoi, un Ouais. renforcement permanent du lien par ce qu'on s'autorise à dire. Parce que c'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure, l'importance de la communication, c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi dans la relation de couple. Après, ce qui est important de mettre en lumière sur cette notion de communication,
c'est pouvoir tout se dire, les choses agréables à dire et à entendre, comme les choses désagréables à dire et à entendre. Et Ouais, c'est même, je dirais même surtout sur ce point-là que toute la différence se fait. Est-ce que je peux tout dire à l'autre face à moi et est-ce que je suis capable de tout entendre, tu vois? ouais. Et là, je vais peut-être mettre juste une nuance sur les Vas-y, choses nuance. désagréables. Dans ce Ouais. qu'on a envie, pour moi, il y a toujours la question de ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin d'exprimer par rapport à moi. Et du coup, là, ok, ça va peut-être être désagréable, mais je vais l'exprimer parce que ça me concerne moi. C'est ce que je. Par contre, ce que je vois souvent, c'est cette tendance à dire, oui, mais j'ai besoin de te dire que tu. Et alors, on va renvoyer quelque chose de l'autre. Et là, la question, ça peut, mais la question que j'ai envie de poser, c'est quelle est l'intention qu'on a derrière? Est-ce que c'est juste de j'ai besoin de balancer parce que j'ai besoin de me venger, parce que j'ai besoin de prouver un point, parce que j'ai besoin. Et là, pour moi, ça nuit. Tu Mhm. vois? Donc, c'est pas. Par contre, si c'est j'ai besoin de lui dire, ben là, tu as fait ça et je l'ai mal vécu, etc., c'est tout à fait différent parce que mon intention, elle est bah, qu'on trouve un terrain d'entente, qu'on trouve une façon de Ouais. fonctionner qui est meilleure. Et donc, je pense qu'en fonction, tu vois, il y en a un qui va construire la relation et il y a l'autre qui va la détruire, quoi. Donc, c'est vraiment se repositionner par rapport à c'est quoi mon intention quand j'ai envie de lui dire un truc désagréable, qui est Ouais, ok. désagréable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est est-ce que c'est une recherche de conflit ou est-ce que c'est vraiment une recherche de rapprochement par Ouais. le partage ouvert de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent intérieurement pour assainir tout ça, quoi. C'est ça ce que tu... Ouais. Et parfois, certaines personnes vont se dire même, non, non, mais c'est pas pour créer du conflit, mais elles ont juste besoin de vider, tu vois. Mais quand Ouais, tu as besoin de vider, c'est, OK, tu as besoin de vider, mais pour, est-ce que tu es conscient de ce que tu veux construire derrière? Tant que toi, tu sais pas ce que tu as envie de construire derrière, l'autre va pas le percevoir. j'adore parce que ça anticipe la réponse à la question suivante que j'allais te poser. Est-ce que, selon toi, on peut tout dire dans une relation de couple? Finalement, ta réponse, si je comprends bien ce que tu viens de nous dire, c'est on peut tout dire du moment que l'intention derrière est saine. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment persuadée. Pour moi, c'est dans ma relation, il y a rien que je cache. Il y a, enfin, tout est transparent, tout est dit, tout est posé. Après, ça veut pas dire que systématiquement c'est bien accueilli, dans le sens où, Hmm. et pareil pour lui, quand il me dit des choses, il y a des moments où ça va monter, où je vais sentir que non, ça me va pas. Mais je pense qu'alors, c'est vraiment de prendre le temps d'arrêt et de se dire, et sur le moment, le temps d'arrêt, il n'est pas toujours là, hein, donc je vais pas te décrire la relation comme on ne s'est jamais engueulé, etc. C'est pas vrai, on Ouais, s'engueule, de temps en temps, il y a des trucs qui montent, il y a des choses qui se déclenchent. Par contre, ce qu'on va toujours faire, c'est après aller voir chacun, c'est, OK, pourquoi ça m'a énervé? Qu'est-ce que ça a déclenché chez moi? Qu'est-ce qui est pas OK? Qu'est-ce qui, et pouvoir aller, parfois, il y a des choses que je vais voir chez moi de, OK, c'est parce que j'ai interprété ce truc-là en fonction de ce que moi j'ai vécu dans d'autres, enfin, avant ou dans d'autres domaines, etc., ou qu'on a déjà vécu ensemble, mais en fait, c'était pas son intention. Ou bien il y a des choses de, OK, c'était son intention et c'est pas OK pour moi. Et dans ce cas, OK, je vais revenir et je vais le déposer en disant, ben là, c'est pas possible, quoi. Ça vient me ouais, toucher, ça vient me faire mal. Et souvent, c'est passer de la colère à la vulnérabilité. C'est pas, sur le moment, il y a la colère qui monte, par exemple, parce que moi, c'est plutôt la colère. Il y en a d'autres, c'est plutôt la tristesse. Mais c'est pouvoir repositionner les choses et dire, mais en fait, même derrière la colère, c'est toujours parce qu'on est blessé. Donc, c'est là, ça m'a fait mal, quoi. ouais, Ça c'est m'a super blessé quand j'ai. intéressant, cette notion que tu partages d'introspection suite à l'interaction un peu virulente qu'on peut avoir à certains moments, revenir à soi et se poser la question, OK, pourquoi ça m'a déclenché comme ça? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je tire comme conclusion de ça? C'est super enrichissant. J'avais envie de te poser encore une autre question, toujours dans cette thématique-là. Et là, je viens vraiment sur un cas concret parce que c'est des choses que moi, j'ai pu vivre par le passé en fréquentant certaines femmes mariées. Du coup, ça m'intéresse dans la dynamique de ce qu'on se disait là à l'instant, pouvoir tout se dire du moment que l'intention est saine. Ça veut dire que toi, tu considères aussi dans ta vision des choses que après une éventuelle tromperie, on devrait pouvoir se dire ça ouvertement? Moi, je pense que quelque part, si tu es après la tromperie, c'est qu'il y a déjà eu un manque de communication avant. Parce Ouais, que c'est, tu vois, si tu as eu besoin de cacher ton attirance pour quelqu'un d'autre, si tu as eu besoin d'aller chercher, enfin, soit de vivre quelque chose à l'extérieur, soit d'aller chercher pour compenser quelque chose que tu n'as pas, tu vois, c'est qu'il y a déjà quelque chose avant. Donc, je dirais, après la tromperie, en fait, quelque part, c'est si tu en parles, c'est vraiment d'aller rechercher le pourquoi j'ai eu besoin de faire ça.
Mmh. Qu'est-ce qui a fait que j'avais besoin de faire ça? Après, tu n'es jamais sûr, après la tromperie, que la personne en face, elle va accueillir ce que tu as à lui dire. C'est pour ça que moi, Ouais, j'aurais plutôt le tendance à risque. dire, c'est avant, même dès la première attirance, dès le premier truc, dès le premier, enfin, de pouvoir, et même parfois encore avant, parce que si on sait, souvent, c'est, ben, t'es attiré, tu sais que la personne elle est super jalouse en face de toi, c'est pourquoi elle est jalouse à ce point-là, tu vois, à la Mmh. base déjà, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui est, quelque part, c'est quand il y a de la jalousie, et on en trouve dans beaucoup de couples, d'un côté, de l'autre ou des deux, et c'est qu'est-ce que j'ai besoin que je ne reçois pas ou qui me rassure pas suffisamment, ou qu'est-ce que moi j'aurais besoin d'aller voir en moi qui fait que j'ai toujours besoin d'être rassurée, mais ce sera jamais assez. Parce que ça, c'est Ouais, la question pour les gens qui sont jaloux eux-mêmes, je pense qu'ils peuvent se poser, c'est à partir de quel moment je serai rassurée? Qu'est-ce que j'ai ouais, besoin comme preuve pour être rassurée? Et souvent, il n'y a pas de réponse à ça. Parce qu'il n'y a aucune preuve possible et tangible qui fera que la personne sera rassurée. Et donc, c'est de se demander, est-ce que je veux continuer à vivre là-dedans? Ou bien, quand on a quelqu'un de jaloux en face, ben, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à vivre quelque part cette jalousie constante et si l'autre n'est pas prêt à se remettre en question, tu vois. Mais pour ouais. moi, le problème, il n'est pas après la tromperie, il est déjà bien présent avant. C'est que si on a eu besoin de cacher, c'est qu'il y a un manque de communication, c'est qu'il y a un manque de transparence déjà avant sur ce qui se vit. Ouais, et ce que j'entends aussi du coup dans ce que tu dis, c'est hem, avant d'en parler, enfin de parler de quoi que ce soit à l'autre, déjà se parler à soi-même de voilà, de pourquoi j'ai eu besoin de ça, pourquoi j'en suis arrivé Ouais, là, qu'est-ce qui mettre de la conscience soi-même sur où est-ce qu'on en est, et clarifier un peu ça avant, potentiellement, d'initier un échange avec l'autre si on estime que c'est pertinent et que c'est possible encore d'avoir une discussion, constructive là-dessus. Parce que c'est vrai que, notamment sur cette thématique-là, il y a plein de, comment dire? D'idéaux et de positions assez arrêtées, chez beaucoup de gens qui vont se dire, «J'ai été trompé, c'est fini», quoi. Et donc, ouais, ça, c'est un peu, c'est peut-être un peu problématique aussi, ouais. Et là aussi, peut-être se poser la question à soi-même: «Pourquoi, je ressens à ce point-là le besoin de considérer que c'est fini de manière catégorique à partir du moment où j'ai été trompé?» Tu vois? ouais, Il y a aussi plein de exactement. choses à creuser à ce niveau-là, quoi. Ouais. Et par rapport à la tromperie, justement, ce que j'ai envie, mais c'est même pas que la tromperie, parce que tu as des couples qui sont libres, qui sont ouverts, etc. Mmh. Et où je retrouve ce même phénomène, tu vois. C'est-à-dire que je vais chercher chez quelqu'un d'autre ce qui me manque dans ma relation. Ouais, Et en fait, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est problématique. Parce que ça veut dire que je donne pas à la relation toutes ses chances déjà de base, tu vois. ouais. C'est, il manque un truc, je vais pas essayer de le retrouver ou de trouver un ajustement dans la relation qui existe. Je vais la maintenir, mais je vais aller chercher, essayer de compenser. Et en fait, que ce soit dans un couple qui se trompe ou dans un couple libre, ouvert, pour moi, c'est la même problématique. C'est-à-dire que bah, j'essaye de compenser ailleurs, donc finalement, je donne pas l'attention à ma relation, je donne pas tout ce que ma relation mérite. Pour moi, c'est vraiment important. La première chose à faire, c'est de regarder, OK, dans ma relation, est-ce que elle ressemble à ce que j'ai envie, à ce dont j'ai besoin? Est-ce qu'on est en train de la co-construire? Est-ce qu'on est en train de la développer telle que ça me fait vibrer, tel que c'est bon pour moi, tel que c'est juste pour moi? Et à partir de là, je pense que tous les modèles sont possibles, tu vois. Mais Mmh. si ta relation, elle est déjà complète, ben, quelque part, il y a des couples libres qui fonctionnent comme ça. La relation est déjà complète et puis à côté, ils décident de vivre d'autres expériences. Mais dès que c'est compensé, que ce soit de la tromperie ou Ah! un Ouais. couple ouvert, dès que c'est pour compenser un manque, pour moi, on met à mal la relation, quoi qu'il arrive. Ah, ça, c'est super intéressant, cette notion de compensation de manque. J'avais jamais songé à ça. Je trouve ça ultra pertinent. Et du coup, ça m'avait fait penser à autre chose, mais j'ai oublié la question entre-temps. Les aléas du direct, tu sais? Oui, si, voilà, elle me revient. Du coup, dans ta perception des choses, c'est quoi les principaux, indicateurs à l'échelle de l'individu qui permettent qui permettent à la personne de prendre conscience qu'elle est dans une relation épanouissante? Ou à contrario, qu'est-ce qui fait, selon toi, à quoi on devrait être attentif pour, réaliser que notre relation, elle est peut-être pas pleinement épanouissante? Ouais. Bah, je pense que, tu vois, quand tu dis pleinement, je pense que de toute façon, c'est toujours un continuum. Et Ouais, donc, c'est voilà. à partir de quand est-ce que je suis OK et je me sens suffisamment épanouie pour avoir envie d'y rester. Je pense Oui. que ça, c'est déjà une première question. Et puis, je pense que quand on,
quand on y est, on le sait, on le sent. On le sent de l'intérieur de, OK, c'est un endroit où je me sens bien, c'est un endroit où c'est peut-être pas parfait, mais on a rarement besoin de parfait en fait. C'est Ouais. et c'est pouvoir se poser la question de qu'est-ce qui est réellement important pour moi et si j'y reste, qu'est-ce que je vais y chercher et qu'est-ce qui est épanouissant pour moi. Comme je te disais, moi c'était la sécurité émotionnelle. Je sais que c'est un truc essentiel pour moi pour être dans un couple, pour fonctionner au quotidien malgré les challenges, etc. Et donc, mais je pense qu'on le sent si on est épanoui dans sa relation. Après, si on l'est pas, on le sent aussi, on se voile parfois la face, mais on le sent aussi. Ben, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui me manque et puis, c'est est-ce que je peux le construire? Est-ce que je peux le co-construire? Et Mm. si pas, c'est qu'est-ce qui m'empêche? Et c'est là que je trouve que parfois l'accompagnement est intéressant d'aller chercher plus en profondeur. C'est qu'est-ce qui m'empêche de créer, enfin, de partir et de créer une relation qui sera plus épanouissante. Ouais. Et souvent, pour beaucoup de personnes, je vois que c'est là que ça bloque, c'est sur cet aspect-là. Parce qu'ils continuent à essayer de maintenir plus ou moins leur relation, pas parce qu'ils veulent vraiment de leur relation encore, parce qu'ils ont compris que c'était pas, ça leur apporterait jamais ce qu'ils voulaient, qu'ils auraient jamais ce sentiment d'épanouissement, mais ils vont avoir tellement peur. Et des peurs, c'est là que ça peut jouer profondément. C'est peut-être mais en fait, je trouverai jamais la personne qui voudra de moi ou j'arriverai jamais à être suffisamment bien pour avoir quelqu'un d'autre tel que je l'imagine, etc. Il peut y avoir plein de croyances profondes ou bien si je quitte, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Il peut en avoir plein. Et c'est tout ça qui empêche de créer une relation épanouissante avec Ouais. potentiellement quelqu'un d'autre. Super intéressant, j'adore dans tout ce que tu as dit. J'ai tellement de trucs sur lesquels je veux rebondir. Déjà, quand je t'ai entendu dire rien n'est jamais parfait, j'ai eu spontanément cette phrase-là qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, fait est mieux que parfait. Et je me dis, fait est mieux que parfait appliqué à la relation de couple, ben, c'est cette notion d'investissement quotidien de part et d'autre pour faire la relation, dans le sens la faire fonctionner, et ce sera toujours mieux que parfait. Ouais, J'adore cette idée. Et après, ben, finalement, dans ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est cette confiance à son intuition, en fait. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est suffisamment épanouissant pour moi ou pas? Mais voilà, vraiment cette confiance profonde à son ressenti intérieur et pas aux idéaux qu'on s'est mis en tête, à ce que les choses, elles devraient être ou pas être. ouais, exactement. Et Et je pense que tu vois, plus tu vas être quand tu sens que t'es pas épanoui, bah, tu as tendance à aller chercher tous les petits détails qui vont pas. C'est un ah oui, signe aussi. d'accord. Quand tu dis, Ah, ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, généralement, c'est parce que tu sais que t'es pas épanoui, tu sais que cette relation, d'accord. elle est plus pour toi, en fait. Mais tu es en train de chercher toutes les excuses de ce qui va pas chez lui ou chez elle, mais tu as déjà compris, c'est juste que tu as sans doute des peurs pour avancer, Ouais. pour aller chercher autre chose. Et, et j'ai envie de te dire presque le truc inverse. Est-ce qu'un autre indicateur, ce serait pas, à contrario, de vouloir se focaliser exagérément sur tout ce qui est confortable dans la relation Ouais, et qui pourrait potentiellement nous dissuader d'en sortir, tu vois, en essayant de se rassurer. Et peut-être que le meilleur indicateur d'une relation qui est plutôt fonctionnelle, c'est qu'on ne ressent pas le besoin de partir en mode verre à moitié vide ou verre à moitié plein, tu vois, d'essayer de se convaincre que tout est noir ou que tout est blanc, mais qu'on a une vision un peu mitigée des choses et qu'on on est bien avec ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et souvent, tu l'entends dans le discours quand c'est comme ça, hein, c'est ouais, il y a ça qui va pas, mais bon, j'ai quand même. Et on sent Ouais, le tiraillement. Et en même temps, quelque part, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui, pendant toute leur vie ou pendant certaines périodes de leur vie, se satisfont de ça, en fait, dans leur relation. ouais, Pourquoi? Parce que c'est pas leur focus principal, parce qu'ils sont en train de développer leur carrière, parce qu'ils sont focus sur leurs enfants, parce qu'ils ont d'autres choses dans leur vie. Et parfois, la relation, c'est juste pas leur focus, en fait. Je préfère maintenir un truc qui est peut-être pas génial, mais ça va, je peux le vivre. Et pendant ce temps-là, je confortable. mets tout mon focus. Ouais, C'est confortable ou même légèrement inconfortable, mais ça va. Et je vais mettre mon focus ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont des phases de vie comme ça. Après, il y en a qui restent toute leur vie là-dedans et c'est OK. ouais, Mais c'est là où j'aurais tendance à dire il y a besoin d'agir. C'est quand ça, c'est plus OK. Quand le focus revient là-dessus et qu'on sent que c'est plus OK, en fait. ouais. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que par définition, par mon secteur d'activité et par tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube, euh, je pars du principe qu'on cherche tous plus ou moins l'épanouissement amoureux, mais c'est peut-être aussi un raccourci un peu facile. Peut-être plein de gens qui s'épanouissent
autrement que par leur vie sentimentale et c'est parfaitement OK aussi, quoi. Ouais, exactement. Une autre question qui me venait en t'écoutant tout à l'heure, et là peut-être qu'on pourra peut-être plus s'appuyer sur tes différentes expériences avec tous tes clients, plus que sur ta vie personnelle. Dans ce que tu vois, en consultation, c'est quoi, selon toi, les principaux freins à l'épanouissement en amour? Qu'est-ce qui fait que les gens, ils n'arrivent pas à s'épanouir en amour? Qu'est-ce qui les bloque le plus souvent, dans tout ça? Alors, je pense que une des choses que je vois souvent, c'est la blessure d'abandon. Mais alors, OK. je vais te la donner dans deux extrêmes, parce que souvent, on ne voit qu'un côté. On voit le côté toxique, dépendant. Je pense que tu en as déjà discuté dans tes autres interviews, Oui. où la personne, elle s'accroche, où elle a besoin, elle a peur de pas trouver, donc elle va s'accrocher à quelqu'un qui lui convient pas. Mais dans la blessure d'abandon, elle s'exprime aussi différemment chez toute une série d'autres profils. Elle va s'exprimer justement par ce besoin, je mentionnais tout à l'heure, comme chez moi, d'indépendance, non, mais moi, c'est bon, je me suffis à moi-même, j'ai un certain détachement, mais la relation amoureuse, c'est important pour moi, mais malgré tout, je veux garder aussi suffisamment de... Ben, c'est aussi une façon de la blessure d'abandon de s'exprimer. Pourquoi? Parce que ce côté indépendant, c'est s'assurer de, ben, si je suis jamais dépendant de quelqu'un, je vais pas souffrir, en fait. Mmh. OK. Si me lâche, si ça lâche, je vais pas souffrir ou je vais moins souffrir. Et ça, je pense que c'est soit dans une extrême, soit dans l'autre, c'est un des gros freins à la relation. Parce que ça veut dire que la personne qui est plus indépendante, elle va avoir plus de difficultés à s'ouvrir émotionnellement, par exemple. Elle va avoir plus de difficultés à accueillir l'autre. Elle va avoir plus de dès la moindre petite difficulté, elle va fuir dans le mental, elle va ou dans des activités autres, etc. Donc ça, je pense que d'un côté ou de l'autre, c'est un super gros frein à la relation. Il y a souvent ça qui se joue. Après, un autre frein à la relation, c'est vraiment cette peur qui est liée, mais c'est cette peur de la solitude, je pense. De se dire, OK. mais est-ce que, enfin, si c'est pas cette personne-là, est-ce que je vais me retrouver tout seul? Est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Est-ce que je vais... Et du coup, on a tendance à se maintenir dans des relations qui conviennent pas, par peur de cette solitude, Ouais. parce qu'il y a d'autres croyances derrière qui nous disent, bah ouais, je vais finir seule, quoi. Si je quitte là, je vais finir seule, etc. Ça, Ouais, c'est un avec gros s problème. avec sans doute un peu une sorte de refus du vide et puis, peut-être, qui est aussi aligné sur, peut-être les idéaux, transmis par la société de, le schéma normal, c'est d'être en couple, dans une relation, hétérosexuelle, engagée et exclusive avec quelqu'un Ouais, et si je suis pas dedans, je suis pas normal, quoi ouais, et du coup, ouais, je pense que c'est ça aussi, ouais. on oublie déjà d'apprendre à être bien, seul avec soi-même, quoi. Ouais, exactement. Seul avec soi-même et puis être bien avec l'autre, mais sans le posséder, sans avoir des attentes de... Je pense un des gros problèmes aussi, c'est on a souvent des attentes de l'autre doit me rendre heureux. Et je vois encore ça Ouais, passer super souvent sur les réseaux, plus encore dans certaines cultures que d'autres, c'est comment un homme peut vous rendre heureux ou comment une femme peut vous rendre heureux. Et tu te dis, non, mais c'est pas le rôle en fait, c'est pas le rôle du ouais, partenaire de te rendre heureux. Ça, c'est mon rôle à moi toute seule de me rendre heureuse ouais, et de voilà, après, ça veut pas dire que je peux pas être plus heureuse avec l'autre. Mais c'est ouais, pas son rôle de me rendre heureuse. Et ça, je pense que c'est un gros blocage aussi. C'est, il me rend pas heureuse. Il fait pas ce qu'il faut pour. Il fait pas. T'es là, non, mais ça, c'est ton job, en fait. ouais, Il y a une partie de, si t'es pas heureuse dans le cadre qu'il t'offre, bah, c'est peut-être de quitter ce cadre, en fait. Et donc ouais, là, je suis un peu brusque là dans la façon de le dire. Je vais pas l'amener comme ça dans un accompagnement parce que souvent, il y a plus de prise de conscience à avoir avant. Mais il y a de ça. Et puis, je pense que ce que je vois souvent, c'est la culpabilité par rapport aux enfants aussi. C'est ah, non, non, mais ah, je peux pas quitter parce qu'il y a les enfants. Puis c'est ah oui, ouais, mais même quand ils sont grands, ouais, mais bon, faut que j'attende qu'ils aient fini les études, puis il faut que j'attende ceci, puis il faut que j'attende cela. Et il y a du coup, c'est je me rends malheureux pendant tout ce temps. Et qu'est-ce que je montre ouais, comme exemple aux enfants? Le jour où tu es malheureux, tu la fermes et tu prends sur toi et ah oui, tu tiens le coup. ouais. Et j'ai Et trop de trucs sur lesquels rebondir là parce que, tu m'as inspiré de ouf. Déjà, j'adore cette idée sur l'abandon, de voir le revers de la pièce, tu vois? Se dire l'abandon, c'est pas seulement, la peur d'être abandonné et qu'on s'accroche, c'est aussi cultiver ce côté détaché, ouais, qui fait qu'on s'expose jamais à la souffrance potentielle d'être peut-être abandonné un jour par quelqu'un à qui on s'est beaucoup attaché. ouais, Je trouve ça super intéressant et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, on voit souvent le côté dépendance affective, extrême, mais ce revers de la médaille, de se dire, volontairement, je conserve une certaine distance, je ne m'investis pas émotionnellement dans la relation à l'autre, par peur des conséquences d'un éventuel attachement.
trouve ça Ouais. ultra puissant. Donc ça, c'est vraiment merci d'avoir mis en avant cette idée-là. Et l'autre question sur laquelle je voulais rebondir par rapport à ce que tu venais de dire, attends, elle va me revenir, c'était sur cette idée de rôle. Ouais. C'est quoi? Parce que tu dis, OK, tu viens de nous dire, c'est rendre l'autre heureux, c'est pas notre rôle. OK. Et mais du coup, dans ta conception des choses, c'est quoi le rôle d'un partenaire dans une relation? Pour moi, je pense qu'il devrait presque pas y avoir d'attente. Alors, on sait qu'on n'est jamais parfait, donc on aura toujours des attentes. Mais dans un monde idéal, il devrait pas y avoir d'attente vis-à-vis du Ouais, partenaire. C'est-à-dire que pour moi, la manière dont je vois deux partenaires, c'est on est chacun capable de se rendre heureux, mais on sait que quand on est en relation, il y a quelque chose qui se sublime. Il y a quelque chose ouais, en plus qui se crée, en fait. Et je suis persuadée que plus on est heureux chacun déjà de notre côté, plus ça va être beau et plus l'entrée en relation va créer quelque chose de magique. Euh, Là où plus il y a des attentes quelque part, plus je m'expose à la déception, plus je m'expose à ben, je veux qu'il remplisse quelque chose chez moi que je suis déjà pas capable de remplir moi-même. Et donc ouais, quelque part, c'est dès qu'il va pas le faire, je vais le vivre comme un rejet, je vais le vivre comme une trahison, je vais le vivre comme quelque chose de il aurait dû mais il l'a pas. Et en fait, c'est là que ça vient casser les choses, je pense. ouais, Et ouais, c'est ouais, ça envenime, vraiment ouais, ça en ouais. fait. Ouais, c'est là que ça envenime. Ouais. OK, super intéressant. Et encore une question qui me vient suite à ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais un petit peu notamment de la gestion des enfants dans une éventuelle séparation. Euh, Tu nous as parlé de l'aspect s'interdire de se séparer parce qu'il y a des enfants et du coup générer du malheur et donner un mauvais exemple aux enfants. Euh, Toi, tu penses que idéalement, il faudrait gérer comment ce genre de situation? Ben, je pense que le meilleur modèle qu'on peut donner à nos enfants, c'est d'apprendre à s'écouter et d'apprendre à suivre ce qui est juste pour nous. Je pense que, enfin, quand il y a des personnes que il y a une personne que j'ai accompagnée et qui disait, mais je peux pas montrer que je me dispute devant mes enfants avec mon mari, on s'engueule toujours, ah bah, on va à ce clos, c'est toujours permis. Et c'est marrant parce qu'au même moment, j'accompagnais quelqu'un qui me disait, mais mes parents, je les ai jamais vus se disputer. Et Ouais, cette personne adulte me disait, en fait, j'ai jamais pu oser exprimer dans mon couple ce que je ressentais parce que ça aurait pu mener à un conflit. Et pour moi, ça reflétait pas l'image du couple idéal. Alors qu'en ah, fait, quand il allait en discuter après avec ses parents, ils s'engueulaient juste en vase clos comme, comme de l'autre côté. ouais, Mais du coup, ça donnait une image de perfectionnisme et il se jugeait en permanence de ah, mais moi, je peux pas exprimer quelque chose qui pourrait générer du conflit parce que je serais pas dans l'image du couple idéal. Et donc, c'était amusant de voir qu'en même temps, j'avais cette personne qui se disait, mais moi, je peux pas me disputer dans mon couple aussi de l'autre côté. Donc, j'ai partagé cette anecdote de dire, mais tu sais, au fond, tes enfants, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont ressentir quand tu vois ça? Bah, qu'on ne se dispute jamais. Ok. Et si eux, plus tard, ils sont amenés à se disputer dans leur couple, comment tu penses qu'ils vont le vivre? Ah ouais, ils vont pas vivre bien. Ils vont se dire que leur couple est foutu tout de suite. Ils vont pas lui donner une chance. Ils vont pas. Et voilà, je l'ai amené avec des questions, mais à conscientiser ce truc et de se dire, mais en fait, c'est vrai, c'est ce qu'on donne comme exemple à nos enfants voulant bien faire. ouais, Finalement, c'est pas toujours le meilleur pour eux. Ou en tout cas, en voulant leur éviter quelque chose, on va juste créer quelque chose d'autre. Donc, autant ouais. être juste avec soi-même, parce que de toute façon, on leur créera des croyances qui leur serviront ou pas, mais Ouais. autant être juste avec soi-même. J'adore ce que tu partages, ça me parle de fou parce que bah, moi aussi, au moment de la séparation avec la maman de mes deux filles, c'était un peu mes idéaux qui s'écroulaient, quoi, tu vois, en me disant, zut, le modèle familial auquel je voulais me conformer parce que je pensais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour elles, bah, il s'effondre aujourd'hui, j'ai pas été à la hauteur, machin. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que elles sont tellement plus heureuses comme ça, quoi, parce qu'elles sont en alternance une semaine sur deux, avec des parents qui sont bien dans leur vie, qui sont heureux de mener leur vie comme ils l'entendent. Et c'est très bien comme ça. Et le résultat de tout ça, c'est qu'elles sont elles-mêmes ultra heureuses, ultra épanouies, et c'est des petites filles magnifiques, quoi. Ouais. Ah, en toute objectivité, hein. Ouais, Complète objectivité. ouais. Mais c'est vrai, c'est ça, en fait, les enfants, ils sont capables de tout comprendre et de tout Mm, accepter. Il y a juste besoin de leur expliquer. Moi, je sais bien que c'est arrivé il y a pas si longtemps, parce qu'on s'engueule pas si souvent que ça, mais qu'on s'engueule et bah, les filles étaient dans la même pièce. Et c'était l'opportunité de leur expliquer, ben, vous voyez, on peut s'engueuler et ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus. On ouais, peut s'aimer et s'engueuler. Et rien que ça, déjà, c'était
Ah ouais, et tout de suite, elles faisaient le lien avec leurs copines de: «Mais c'est vrai, je me suis disputée avec telle copine, mais en fait, je l'aime vraiment, hein, tu sais, Ouais, elle est vraiment importante pour moi» et tu dis: «Ah bah ouais, beh» et du coup, oui, bah, elle aussi, elle m'aime aussi, alors même si, on se dispute de temps en temps et je trouve que rien que ça, c'est un apprentissage, en fait et donc je me disais: «OK, on peut pas tout leur éviter, on peut pas leur éviter d'être exposés à tout». Alors évidemment, si on s'engueule tous les jours en permanence, enfin, ça leur oui, donne un climat invivable, on va mettre des nuances, hein, bien mais sûr. on peut pas les empêcher d'être exposés à tout. Je pense que, par contre, tout est une opportunité d'expliquer, d'apprendre, d'enseigner et de, voilà, de les développer sur le plan émotionnel. Je trouve que c'est vraiment le fil rouge de cette interview avec toi aujourd'hui, cette notion de nuance, tu vois, parce que plusieurs fois dans notre échange, tu as un peu pondéré les positions que je pouvais partager en remettant un petit peu de nuance. Là, tu le fais encore une fois sur cet exemple des parents qui se disputent devant les enfants. Et c'est vrai qu'on a peut-être tendance un petit peu à vivre, ben là, c'est peut-être moi qui vais faire un raccourci facile, mais dans une société assez binaire où tout est noir et blanc, le bien, le mal avec très peu de nuances entre les 2. Et puis, bah, c'est bien aussi de mettre de la conscience sur le fait que rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, en fait. Il y a plein de nuances de gris entre et que c'est très bien comme ça, quoi. Et Ouais. ouais, j'adore ce message. Ouais, et si je peux rebondir là-dessus aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que même à l'intérieur de nous, tu vois, on a tendance à... Notre cerveau, il est fait comme ça. Il va tester une extrême, souvent Ouais, soit en copie de nos parents ou en réaction à nos parents. Ça reste quand ouais, même toujours en réaction à, hein. ouais, Et on va tester une extrême. Et puis, si on va mal la vivre, on va partir à l'autre extrême. Et on va ouais, aller chercher. On le voit parfois dans les relations. Où tu as une personne qui va tester le OK, là j'étais super, je l'ai encore eu il y a pas longtemps. Là j'étais super, une personne qui me dit j'étais super dépendante avec ce mec-là. Donc l'autre, j'ai cherché vraiment un truc où je contrôlais la situation et c'était lui qui était hyper dépendant. Et elle me disait dans l'accompagnement, là maintenant j'ai envie de revenir à un équilibre en fait. Et on a tous cette tendance-là à vivre une extrême, à fuir cet extrême, basculer dans l'autre avant de revenir à l'équilibre. Et donc ouais, parfois mettre de la conscience là-dessus, bah, ça nous permet, je trouve, de s'éviter peut-être de vivre pendant des années une autre extrême avant de revenir à l'équilibre et directement de se dire peut-être qu'il y a moyen de trouver quelque chose d'un peu plus centré, en tout cas, ouais, dans ce qui me convient. Et c'est ouais, vrai qu'on n'est pas fait comme ça, on n'est pas câblé comme ça. Mais mettre de la conscience dessus, ça aide, clairement. Et ça nous évite ouais. parfois des années voilà, à avoir besoin de l'apprentissage. Ouais, d'expérimentation Ouais, et en vue d'un épanouissement qu'on pourrait quasiment avoir tout de suite si on acceptait quelque chose d'un petit peu plus nuancé, quoi. ouais, exactement. Ok. Eh ben, j'adore. Tu sais quoi, Audrey? Je crois qu'on va finir sur cette idée-là parce que je la trouve ultra puissante. Mettre un peu de nuance dans tout autour de nous. Prendre conscience de nos positions un peu extrêmes et parfois arrêter sur divers sujets. Et du fait que quand on s'exaspère d'un extrême, on a tendance à passer à l'autre, alors qu'on devrait peut-être viser quelque chose d'un peu entre deux, qui serait sans doute plus épanouissant pour nous et pour les autres autour. Ouais. Je te, je te remercie en tout cas de ce super échange. C'était très, très riche, très dense. Merci à toi pour Plein de belles l'invitation. Ça idées. m'a fait plaisir de partager. Ben ouais, c'était cool. Plein de belles idées qui en sont sorties. Ce que je ferai comme d'habitude, c'est que je mettrai tes références dans la description en dessous de la vidéo. Vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous souhaitez prendre contact avec Audrey pour faire accompagner vos réflexions par ses services, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi vous former au coaching neuro-identitaire dans l'école d'Audrey, n'hésitez pas à la, à la joindre. Je peux que vous le recommander d'expérience, hein, évidemment. Et merci à tous en tout cas pour votre attention dans cette nouvelle interview. Et je vous donne rendez-vous pour ma part la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec encore une fois quelqu'un de très pertinent, autant que Audrey, j'espère. Merci Audrey, Merci à tous, merci à toi Guillaume. à Salut. bientôt, au revoir.